Êtes-vous prêt pour l'impact? C'est la question que je pose chaque semaine à une personnalité qui compte dans notre économie. Et aujourd'hui, je reçois Karim Solayavoub. Bonjour. Bonjour Thomas. Bienvenue, vous êtes le directeur général du groupe Logis Hôtel. Tiens, je démarre avec une question que je pose souvent à mes invités dans cette rubrique. Ça veut dire quoi pour vous, impact? Le sens du mot impact dans un métier comme le vôtre? Alors, dans un métier, et en particulier dans le type d'établissement qu'on représente, à savoir des hôtels de charme, des hôtels familiaux, avoir de l'impact très concrètement, c'est de l'emploi local au quotidien, c'est 16 000 emplois locaux, et c'est 85% des achats qui sont effectués au niveau de la région. Donc c'est ça. Donc c'est déjà le côté écosystème sur les local. territoires. D'accord. Exactement. Et ça, c'est pour nous un enjeu majeur. Et puis plus globalement, quand on représente 16% de l'hôtellerie française, c'est des enjeux qui sont lourds, qui pèsent, et sur lesquels on doit, nous, engager le changement, en tous les cas la transition environnementale, sociale et bien sûr sociétale. 16% de l'hôtellerie française, c'est-à-dire quand vous prenez des décisions en matière de réduction de l'impact, impact carbone, etc., c'est tout le métier qui en profite. Et d'ailleurs, en février dernier, vous avez lancé un nouvel indicateur RSE qui est dédié à la restauration. De quoi il s'agit ? Alors, on avait lancé en 2022 Acte Éco, qui était un indicateur... Vous étiez venu en parler d'ailleurs dans notre émission. Absolument. Donc aujourd'hui, c'est donc un indicateur Acte Éco qui est un indicateur d'engagement, mais plutôt sur la dimension hôtellerie. Aujourd'hui, on a 1400 établissements qui ont renseigné cet indicateur. On est à peu près à 8,5 sur 10 en termes de notes, ce qui montre déjà un véritable engagement. On a fait en 2023 le bilan carbone du groupe Logis Hôtel. Alors qu'on s'attendait intuitivement à avoir un impact sur l'énergie, à avoir un impact sur la blanchisserie, en réalité 43% de l'émission des gaz à effet de serre, c'est ce qu'il y a dans l'assiette. C'est le contenu de l'assiette. Notamment, on parlera des protéines animales par exemple. On va en parler, Et donc, pour engager les restaurateurs, là aussi, dans le changement, pour faire ces premiers pas, on a lancé en début d'année l'indicateur Acte Éco, mais cette fois-ci pour le volet restaurant compte tenu des enjeux. Et on a déjà 600 restaurants qui ont rempli l'indicateur. On a une note un peu inférieure, puisqu'on est à 7,6 sur 10 en moyenne, ce qui prouve bien qu'il y a non seulement un vrai sujet factuel, mais aussi un sujet d'engagement des restaurateurs. Parce que c'est à ça que sert l'indicateur aussi, d'abord à s'évaluer et ensuite à se voir progresser, c'est ça? Exactement, c'est surtout engager les premiers pas. En réalité, pour un chef d'entreprise, souvent on a l'impression que c'est très difficile et que ça va coûter beaucoup d'argent. Et les premiers pas sont les pas les plus difficiles. Vous avez ensuite des labels environnementaux qui ont pignon sur rue, qui ont une notoriété, qui ont une crédibilité. Notre enjeu, c'est pas de les concurrencer. Notre enjeu, c'est d'amener les hôteliers et les restaurateurs vers ces labels environnementaux qui, eux, sont reconnus. Mais nous, c'est engager les premiers pas et une démarche d'amélioration continue. Avec ces chiffres que vous donnez sur l'impact de la restauration, effectivement, si les 1400 restaurants du groupe effectuaient une réduction des protéines animales de 30 grammes, c'est pas énorme, hein, on estime que 15 milliards de litres d'eau, 44 000 tonnes d'équivalent CO2 seraient économisées chaque année. Donc vous avez modélisé ça et vous êtes en train de le faire, c'est ce que je comprends, de réduire la part des protéines animales. Exactement. En 2019, on avait supprimé toutes les savonnettes emballées dans des sachets plastiques. Aujourd'hui, l'évolution, la transition, qui est d'ailleurs demandée par les clients, parce que les clients qui viennent veulent une cuisine un peu plus végétale. Elle doit rester roborative parce qu'on se fait plaisir quand on vient au restaurant, il ne faut jamais l'oublier. Mais il y a un sujet, également de la demande de la part des clients qui veulent réduire la part de protéines animales. Et donc nous, l'enjeu, c'est de dire, c'est pas tout ou rien. C'est comme on réduit intelligemment les grammages pour changer le contenu de l'assiette vers une transition de la cuisine. Mais ça veut dire que ce serait trop violent, pardon de vous interrompre, de passer à un tout végétal, par exemple, dans l'offre clientèle, ça passerait pas, quoi. Pour certains clients, ça aurait du sens. Pour nous, ça n'a pas de sens. Si on veut aller vers une transition, c'est embarquer tout le monde. Bien sûr, il y a l'impact carbone, mais il y a aussi l'impact social, on en a parlé tout à l'heure. Là, on a un impact social sur les éleveurs. Donc, il faut qu'on travaille avec les filières d'éleveurs pour avoir une viande encore de meilleure qualité, pourquoi pas bio, et que la baisse de grammage, donc de volume, puisse être compensée par une augmentation du prix parce que qualité de la viande. Et quand vous baissez le grammage de protéines dans une assiette, vous facilitez la digestion, donc à long terme, la santé de la population. C'est là qu'on vient chercher le sociétal. Ce que j'entends dans ce que vous me dites, c'est que vous essayez de le faire finalement en douceur et presque sans que les clients s'en rendent vraiment compte? Ou est-ce que vous l'affichez quand même? Ou est-ce que vous affichez le fait de vouloir réduire quand même la part de protéines animales?
on l'affiche, on explique et on fait cette pédagogie puisque l'enjeu, c'est de le tester au restaurant. Souvent, d'ailleurs, nos restaurants, on parlait d'impact tout à l'heure, c'est le bon restaurant du coin. Donc, on aime bien venir au restaurant et pas simplement à l'hôtel. Et c'est que nos clients testent et le mettent en œuvre progressivement aussi chez eux. Et donc, notre changement, et c'est un peu notre engagement et notre responsabilité de cette transition, elle se traduisent aussi dans les gestes du quotidien pour une transition durable, de sens du terme. Oui, effectivement. Alors, dans cette émission, on a nous aussi une tradition, c'est de demander à l'invité de poser une question au suivant. Donc, la semaine dernière, c'était Bertrand Piccard, aventurier, s'aventurier, c'est comme ça qu'il se nomme, tout comme son père et son grand-père, président de la fondation Solar Impulse, qui a une question pour vous. Bonjour Karim, vous dirigez Logis Hôtel. Moi, ce qui m'intéresserait beaucoup, c'est de savoir quelles sont les solutions écologiques que vous mettez déjà en place dans votre entreprise, qui seront au bénéfice de tous vos clients, mais qui seront aussi au bénéfice de l'environnement. Quelles sont les solutions qui vous permettent d'augmenter votre bénéfice tout en protégeant l'environnement? Et alors là, on retrouve ce qui est l'obsession presque de Bertrand Piccard, c'est-à-dire de faire émerger des entreprises qui soient à la fois rentables et avec un impact positif sur la société. Donc c'est ça la question. Est-ce que les solutions que vous mettez en place, parce que vous parliez de coûts, elles sont aussi rentables? Elles doivent l'être. Et c'est aussi une des clés de l'acceptation de cette transition et de ces changements. Très concrètement, pour répondre à Bertrand Piccard, on a mis en place, il y a maintenant à peu près 3 ans, un concept de blanchisserie interne. L'idée est que, d'abord, on ne transporte plus du linge propre ou du linge sale et qu'on réduise également très fortement l'impact. Donc, c'est un équivalent pour un hôtel de 20 chambres, 5 tonnes d'équivalent CO2 par an, parce que notamment les draps ne sont plus montés à très haute température. C'est à ce moment-là qu'il y a la consommation maximale d'énergie. Donc ça, on divise à peu près par 2 le coût en blanchissant, en nettoyant nos draps en interne, draps et linge éponge en interne, plutôt que par une blanchisserie externe. Donc il y a bien la dimension économique. Ça vous coûte moins cher. Ça nous coûte moins cher. Même s'il a fallu investir pour avoir des blanchisseries. Il y a bien sûr l'investissement. Bien sûr, il y a l'investissement qu'on peut aussi avoir en location. Si on n'a pas les moyens de l'investissement, on peut le travailler en location. Mais ce qui est, alors c'est très important, c'est à la fois économique, c'est écologique, mais il y a un vrai sujet aussi qu'il ne faut jamais oublier dans notre démarche à nous. Elle est écologique, elle est aussi sociale au sens de amélioration de la qualité de vie au travail des équipes d'étage. Par exemple, quand vous avez de la blanchisserie, vous avez des sacs, des ballots de linge qu'il faut transporter. Donc, on demande à nos femmes de ménage de porter des ballots de linge qui pèsent en gros entre 35 et 40 kilos. Quand vous mettez en place la blanchisserie interne, c'est terminé. Quand vous mettez en place la blanchisserie interne, l'amélioration, là aussi, de l'expérience client, vous avez du linge qui est lavé un peu comme à la maison, donc qui est beaucoup moins rêche au toucher. Donc, on améliore aussi le confort du client dans son sommeil. On va regarder quelques chiffres clés du groupe Logis Hôtel. Il y a 6 marques, il y a plus de 2000 établissements qui sont répartis dans 8 pays et un chiffre d'affaires annoncé en 2024 de 265 millions d'euros. Plus de 2000 établissements répartis dans 8 pays. C'est autant de chefs d'entreprise, enfin, c'est-à-dire il y en a certains que vous avez en propre, mais peut-être aucun en propre. 100% des établissements sont des propriétés de familles. Donc il faut les convaincre. Absolument. De faire ces investissements. Tout à fait. Et c'est tout l'enjeu, là aussi, de Acteco, c'est de faire des petits pas, parce que dans Acteco, vous avez Acteco Hôtel 70 critères, Acteco Restaurant 60 critères. Certains relèvent du comportemental, donc il n'y a pas d'investissement à faire, mais on peut déjà observer des gains. D'autres relèvent, on vient de le voir, de l'investissement. On peut aussi donner l'exemple de je remplace le piano à gaz en Vario Cooking Center, qui est grosse plancha, on va le dire, hein, les chefs m'en voudront pas, mais du coup vous décarbonez là aussi. Mais quand vous enlevez le piano à gaz qui génère énormément de chaleur, l'été vous pouvez faire descendre la température en cuisine, donc de travail. Donc c'est aussi, c'est aussi une qualité de travail, plus de 10 degrés évidemment. Plus de 10 degrés, c'est fondamental. Oui, mais il y a quand même certains investissements dont le retour n'est pas rapide. Vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire que ça coûte d'abord de l'argent quand même, cette transition. Donc c'est peut-être difficile de convaincre certains de ces patrons d'hôtels ou de chaînes d'hôtels. Pour les investissements les plus lourds, oui. Maintenant, quand vous mettez 2 chefs d'entreprise face à face pour échanger sur un sujet que un a pu le faire et il est capable, lui, pas nous. Nous, on est tiers de confiance. Mais quand ce chef d'entreprise explique à un autre chef d'entreprise
combien ça lui a coûté, en combien de temps il a pu le financer. Éventuellement, il y a eu des solutions à un moment avec l'ADEME, avec le Fonds Tourisme Durable. Ce sont des solutions qu'on a aussi apportées de financement. Mais un chef d'entreprise qui sait qu'il aura un retour sur investissement à court, moyen ou long terme, j'ai aucun doute sur le fait qu'il le fasse. Et puis encore une fois, vous êtes sur des chefs d'entreprise qui sont ancrés dans leur territoire et qui doivent défendre l'emploi local, leurs entreprises, mais aussi leurs responsabilités sociales et sociétales localement. Est-ce que le groupe prend une part de ces investissements en charge ou pas du tout? Non. C'est pas votre modèle économique? Non, c'est pas du tout le modèle. Nous, on accompagne des propriétaires dans leur projet d'entreprise. C'est pour ça qu'on n'a que des indépendants. Et la promesse qu'on peut faire sur l'ensemble des établissements, à l'hôtel comme au restaurant, c'est que c'est 100% déstandardisé. Il n'y en a pas un qui ressemble à un autre. Et nous, on les accompagne dans le cadre de leur projet. On peut leur trouver des solutions. On les accompagne dans leur stratégie d'investissement. On peut parfois même, et ça m'arrive, les accompagner sur la construction d'un prévisionnel et d'un rendez-vous avec un investisseur ou une banque. Ça, on peut le faire pour rassurer aussi l'ensemble des parties prenantes, mais on ne prend pas en charge ces investissements. En revanche, on éclaire les dirigeants sur le chemin qu'ils peuvent parcourir. Alors, vous avez parlé de la suppression des savonnettes individuelles. Ça représente combien de tonnes d'emballage économisées Je n'ai plus le nombre exact, mais c'était colossal. Et fondamentalement, on a plein de solutions pour recycler les savonnettes, etc. Mais le vrai déchet qui ne nous coûte pas, c'est celui qu'on ne fabrique pas. Il ne faut jamais oublier ça. Par quoi vous les avez remplacés? Eh ben par ce qu'on appelle des smart care, donc le truc de système de copompe. On pompe, oui, ça. Exactement. On en voit dans pas mal d'hôtels. Exactement, ce qui permet à la fois de réduire vos déchets plastiques, évidemment, et de réduire la consommation également. Et donc là, vous retrouvez, pour répondre à Bertrand Piccard, une solution qui est économique, puisqu'il y a moins de consommation de gel douche, de shampoing, et donc ça coûte moins cher dans les charges d'exploitation. Alors, vous nous avez dit que vous aviez identifié finalement l'alimentation comme un levier important. Ensuite, il y a quand même, j'imagine, l'eau, l'électricité. Qu'est-ce que vous avez mis en place là? L'énergie, c'est le deuxième poste. L'énergie, donc 29% d'émissions de gaz à effet de serre. Et donc là, on a travaillé énormément sur l'énergie, donc calorifugage des réseaux d'eau chaude sanitaire, isolation par l'extérieur aussi. Et puis, on en a parlé tout à l'heure, des solutions de blanchisserie, en cuisine, de changer les outils de travail finalement pour réduire cette consommation d'énergie. Est-ce que ça suppose de former, alors à la fois les directeurs d'établissement, mais aussi le personnel? C'est-à-dire qu'est-ce que ça dépend d'eux pour que les solutions que vous imaginez ensemble soient efficaces? Complètement. Si on reprend la restauration, pour accompagner la mise en place de Acteco Restaurant et de ses bonnes pratiques, on a édité le guide de la restauration durable. Ce guide, c'est à peu près 80 fiches détachables pour que chaque collaborateur, chacun à son poste, en salle, en cuisine, etc., puisse se l'approprier. Donc c'est un type de formation finalement, avec des fiches de bonnes pratiques. Et donc l'enjeu, il pèse sur les équipes, il pèse sur le manager, mais dans le changement des pratiques au quotidien pour mieux recycler, pour réduire le nombre de déchets, changer les recettes, etc. Et tout ça, c'est un travail véritablement d'équipe. Et c'est d'abord les salariés qui impulsent le changement. Ils l'impulsent parce que c'est aussi leur choix, parce que plus de sens, plus d'éthique, de venir dans cette entreprise plutôt qu'une autre. On va parler de ce que les clients attendent et de la façon de les embarquer finalement dans un projet comme celui-là. Déjà, c'est combien de clients chaque année dans vos établissements? Alors, au global, on a 1,3 milliard de chiffre d'affaires, à peu près 50% en hébergement, 50% en restauration, donc ça fait énormément de clients. Quand on parle des avis, on parle de 122 000 avis déposés, et vous savez que tous les clients ne déposent pas des avis. Avec une croissance, je crois, j'ai regardé ça en préparant l'émission, assez forte depuis le début de cette année 2025, qui est portée par quel type de vacances, quel type de touristes? Alors ça doit être assez varié quand on a 2000 établissements, mais... Alors, j'ai énormément de chance. On a un produit, on en a parlé, un produit déstandardisé, hôtellerie de charme, restauration de qualité, avec un chef en cuisine, des achats qui sont faits localement. Donc on a un produit en fait qui séduit énormément. Et donc on fait bien sûr plein de choses sur la communication. On est bien sûr très très performant, très très bon. La réalité, c'est que les clients aiment notre produit. Et c'est ce qui explique les 20% de croissance qu'on a depuis le début de l'année, qui sont des chiffres... Moi-même, j'ai parfois du mal à y croire, mais on a aujourd'hui ce produit qui séduit les anciennes générations et les plus jeunes générations, qui viennent chercher une expérience client, qui viennent chercher une restauration qui est, encore une fois, base de produits locaux, qui est faite maison.
Mais c'est ça qui explique la croissance. Comment vous les différenciez, vos marques? Il y a 6 marques différentes. Oui. 2 marques sur le premium. Les marques premium, il y en a une qui est très patrimoniale, Demeure et Château. Une qui est plutôt contemporain en 4 et 5 étoiles, Singulier Hôtel. Une marque lifestyle, Urban Style. Une marque qui est plutôt simple, on pourrait l'appeler économique, même s'il y a de très beaux établissements qui s'appellent Site Hôtel. Et puis une marque où on mêle joyeusement l'hôtellerie et la restauration, la marque historique qui est la marque Logis Hôtel. D'accord. Alors, quand on parle des clients et de l'impact carbone du secteur, il y a évidemment le mot transport qui vient en France. Le transport représente 69% de l'empreinte carbone du secteur du tourisme. Et puis alors le transport aérien, si on rentre dans le détail, c'est 29% à lui seul. Bon, le premier impact de votre activité, ce seront toujours les déplacements des clients. Est-ce que c'est possible de les réduire? C'est-à-dire que voilà, quel levier vous pouvez activer? Parce que là, ça dépend plus directement de vous. Alors, effectivement, ça dépend plus directement de nous et c'est vraiment là pour le coup le changement des comportements de l'ensemble des clients. Pour autant, on est probablement un des premiers réseaux de bornes électriques et très tôt, on a incité là aussi nos hôteliers, comme le Wi-Fi, à investir dans des bornes électriques pour développer l'usage du véhicule électrique. On a des établissements qui, à l'échelle d'une région, encore une fois, comme on a un maillage, on a un hôtel en moyenne tous les 12 km. Donc, compte tenu de ce maillage, on peut développer des parcours en vélo, par exemple, et développer des pratiques douces. Et c'est l'hôtelier, lui, qui va amener les bagages en fait, de l'ensemble du groupe d'un hôtel à un autre. Donc, on est en pratique douce et il y a un seul transport, plutôt que d'avoir autant de transports qu'il y a de passagers ou en tous les cas de chambres. Donc voilà, on peut développer ce type de pratique et c'est ce qu'on fait nous au quotidien et c'est ce qui donne aussi un prétexte de venir dans nos établissements plutôt qu'ailleurs. Est-ce que c'est vraiment un critère de choix des clients? L'engagement environnemental d'un hôtel ou d'un groupe hôtelier? Très clairement. C'est pas le premier quand même. C'est pas le premier. Le premier, c'est la localisation. Le deuxième, c'est le prix. Et le troisième, enfin, c'est l'adéquation entre le type de confort que j'attends ou de service et le prix. Et la localisation, c'est d'abord là où je veux aller. C'est normal. Évidemment. Mais c'est un vrai élément d'arbitrage parce que sur une destination donnée, pour une gamme de prix donnée, vous pouvez avoir souvent 2, 3, 4 établissements. Et là, il faut bien faire la différence. Alors, vous avez les avis aussi qui comptent énormément. Donc, on va aller voir ce que les autres clients pensent. Mais l'engagement et encore une fois, cette dimension frais, fait maison, avec un chef en cuisine quand on parle de la restauration, c'est déterminant dans le choix. On va choisir, un client va choisir d'abord un hôtel où il y a un restaurant, unité de lieu, et une type de restauration qui manifestement est différente. Oui, mais c'est pas parce qu'on retire les savonnettes qu'on va choisir votre hôtel, vous voyez ce que je veux dire? Alors peut-être le premier choix la première fois, pas forcément. Mais revenir, qui est comme un enjeu extrêmement important, oui. Vous en êtes sûr de ça? Très clairement. Vous avez interrogé vos clients? Alors, on n'a pas besoin de les interroger. C'est tout l'enjeu, par exemple, de Acteco, où on le fait en totale transparence, c'est-à-dire sur la fiche de l'établissement sur le site internet, vous avez les engagements RSE. Et donc là, on a des retours des clients qui nous disent, attendez, j'ai vu dans un de vos hôtels, je suis client régulier, il y avait encore des savonnettes, c'est normal? C'est les clients qui nous font ces retours, ou tel hôtel m'a dit qu'il avait mis ça en place, je suis allé sur place, je l'ai vu, c'est pas vrai. Donc aujourd'hui, le vrai enjeu, c'est ce dialogue-là et cet échange-là entre les professionnels et les clients. Est-ce que ça compte. Est-ce que vous pourriez récompenser en quelque sorte des clients qui choisissent de ne pas prendre l'avion ou de prendre le train, de venir en covoiturage dans vos hôtels, l'intégrer à vos tarifs? Est-ce que ça pourrait aller jusque-là? Alors on ne l'a pas fait, mais ça fait partie effectivement des réflexions puisque, encore une fois, c'est difficile de changer les comportements de transport. Pour autant, c'est 70% de notre enjeu. Donc nous, on a regardé au niveau de la restauration 43%, mais il y a 70%. Donc oui, c'est probablement des choses sur lesquelles on va monter demain pour pouvoir accompagner là aussi ce changement du côté client. Oui, quand vous dites la restauration pèse 43%, vous avez mis les transports des clients de côté, évidemment. Absolument, parce qu'on n'a pas d'action directe telle qu'on peut l'avoir. Vous avez un programme de fidélité, je crois, pour les clients qui s'appelle Éthique. Alors, les mots ont leur sens. Quels sont les principes de ce programme de fidélité? Extrêmement simple. Vous réservez directement près de l'établissement ou sur une plateforme de réservation et vous avez un pourcentage de cashback à la fin du séjour. 5,5% exactement. Très simple, gratuit et facile à comprendre, extrêmement lisible. Et le client ensuite peut réutiliser ce cashback
dans toutes les activités de tous nos établissements. C'est-à-dire que vous pouvez l'utiliser pour aller faire un week-end, une nuitée, ou simplement un déjeuner ou un dîner dans un restaurant étoilé du groupe. Ouais. Et donc dans ce programme, vous pourriez, je suis un peu têtu, Absolument. intégrer le tout mode à de fait. transport. Quoi. Complètement. Alors l'intégrer le mode de transport, ou en tous les cas, intégrer une forme de bonification Oui, c'est ça. ou d'encouragement, effectivement, ça peut faire partie de ces sujets. Il ne s'appelle pas éthique par hasard. Ouais. Je m'appuie, il nous reste quelques minutes, ouais, sur l'une des citations. C'est une interview que vous avez donnée à un magazine qui s'appelle L'éco-touristique, c'était au mois de novembre dernier. Vous dites, pour engager les établissements et les indépendants, notre souhait n'est pas d'aller chercher ceux qui sont déjà convaincus, mais de nous adresser à ceux qui craignent de ne pas réussir leur transition environnementale. Est-ce qu'il y a encore des réfractaires? Mais vraiment, j'emploie le mot, des réfractaires. Des gens qui vous disent, attendez, c'est pas mon problème. Où est-ce que tu veux m'emmener? Là, ça ne m'intéresse pas. Alors, réfractaire, pardon, dans l'absolu, probablement on peut en trouver, mais ce n'est pas le vrai sujet. Il y a un vrai sujet de priorité. N'oublions pas qu'il y a un contexte aujourd'hui, un contexte d'inflation avec une baisse de pouvoir d'achat, un contexte de baisse des dépenses dans les restaurants, un contexte d'augmentation des charges à la fois salariales, mais aussi du prix d'achat des matières premières. Et donc, il y a un vrai sujet de priorité. Et on a parlé de l'influence du client en matière de politique RSE. Est-ce que ça fait venir ou pas un client? Il faut aussi, parce qu'il y a un sujet de ressources humaines, qui est aussi une des priorités des exploitants, et le fait de donner du sens, d'être éthique dans vos pratiques, ça peut vous permettre aussi de recruter plus et mieux. Et donc, dans le sujet des priorités, on en a effectivement un certain nombre qui, tirent le diable par la queue. Et quand on vient leur parler de RSE, ils nous disent, écoute, d'abord je vais sauver mon entreprise, d'abord je vais sauver mes emplois, puis après on verra. Et c'est là qu'on leur explique que, en fait, tout ça est un tout, et qu'en parallélisant les choses, on va peut-être réussir à la fois à faire des économies, parce qu'encore une fois, oui, la RSE, c'est faire des économies, recruter les bonnes personnes, et tout ça, c'est vertueux pour l'entreprise. Et donc, c'est pas un sujet qu'il faut mettre après, c'est un sujet qu'il faut mettre dans le package. Alors justement, sur le recrutement, est-ce que vous avez retrouvé les niveaux d'avant Covid? Alors, en termes de postes à pourvoir, oui. En termes de candidats sur les postes à pourvoir, non. Toujours pas. Très clairement. Il y a eu une cassure en quelque sorte? Il y a une vraie cassure. Oui, il y a une vraie cassure et j'ai plus l'impression que c'est plus avec le monde du travail en général qu'avec spécifiquement le secteur de l'hôtellerie ou de la restauration, parce que les salaires, et en particulier dans les entreprises familiales, ça fait très longtemps qu'ils sont très au-dessus des barèmes. Il y a une approche, encore une fois, familiale, donc on travaille en famille, donc qu'on soit avec nos enfants ou avec d'autres jeunes salariés, c'est à peu près la même chose, et on travaille vraiment en équipe. C'est vraiment l'équipe qui porte et qui délivre l'expérience au client. C'est pas le chef d'entreprise tout seul. Néanmoins, on a moins de candidats et puis souvent, en termes de compétences, ça nécessite pas mal de formation. Et là encore, la question que je posais pour les clients, elle vaut pour les salariés ou les futurs salariés. L'engagement RSE de tel ou tel hôtel, est-ce que ça joue vraiment? Je pense que les premières questions qui sont posées, c'est quand même le salaire, les conditions de travail, les jours de repos, etc. etc. Bien sûr. Là, dans les investissements, quand vous faites des investissements en blanchisserie interne et que vous dites à une femme de ménage, vous allez porter en gros 1 kg, 1,5 kg de linge par chambre, plutôt 35-40 kg, ça change. Quand vous expliquez à quelqu'un qui va travailler en cuisine que non seulement il va travailler avec 10 degrés de moins en plein été, mais en plus que parce que c'est beaucoup plus rapide à nettoyer qu'un piano à gaz, eh bien, il va pouvoir partir 1 heure ou 1h30 plus tôt après le service au moment de la coupure. Ça va compter aussi. C'est aussi important la différence. Bien sûr, parce que encore une fois, vous comparez 1 heure de différence dans le nettoyage. Bien sûr, vous comparez un piano à gaz avec encore une fois une plancha, donc c'est hyper facile à nettoyer. Vous n'avez plus besoin de porter des casseroles, donc les trous musculo-squelettiques, les risques de brûlure en cuisine sont fortement diminués parce que vous travaillez devant, vous avez votre poste de travail en fait, et vous pouvez cuire vos ingrédients, etc. Vous le nettoyez. Il y a un système d'écoulement direct, et donc vous gagnez énormément de temps, énormément de confort. Donc ça fait une vraie différence entre un restaurant ou un hôtel A et un hôtel à restaurant B, bien sûr. Dernier thème, il y a une dimension patrimoniale aussi dans certains de vos établissements, notamment avec la marque Demeures et Châteaux. Alors, ça vous donne des obligations d'une certaine façon ou pas forcément? Oui, en termes de concept et d'accompagnement.
Très clairement, quand vous allez dans un demeure et château, on est sur ce qu'on appelle l'histoire vivante. Ça peut être l'histoire d'un lieu ou l'histoire d'une famille. Vous voyez que la notion de famille est très présente chez nous. Donc oui, ça nous donne des obligations en termes de positionnement, en termes d'expérience délivrée. Et là aussi, on n'accompagne pas un propriétaire de demeure et château comme on va accompagner un hôtelier restaurateur logis hôtel ou un hôtelier urban style. Donc oui, ça a des engagements pour nous dans le projet qui est fondamentalement différent. À la fois dans l'accueil du client, dans la rénovation du patrimoine, avec là des enjeux, encore une fois, de RSE, on va appréhender le calorifugage ou les enjeux d'énergie différemment entre un demeure et château et un établissement plus classique. Dernière question très générale, la France, elle est toujours aussi attractive? On se prépare à un été avec beaucoup de touristes? En tous les cas, chez nous, il sera record pour la 7e année consécutive, je peux déjà vous le dire, avec une proportion de clientèle internationale beaucoup plus élevée que d'habitude. Et ça, je suis convaincu que ce sont les excellentes retombées des Jeux Olympiques et de l'image merveilleuse qu'on a donnée à la destination l'année dernière. Et donc, nous, en tous les cas, que ce soit sur nos marques premium, c'est un peu plus vrai sur le premium, mais sur l'ensemble de nos marques, oui, on se prépare à une croissance de l'ordre entre 15 et 20% sur l'été, et avec des clients internationaux à environ entre plus 10 et plus 15 points par rapport à d'habitude. Super, merci beaucoup Karim Solayavoub et à bientôt sur Bismart for Change. On passe tout de suite à notre rubrique Startup.